Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo détente sur l'histoire de quelques petits plats célèbres. Allez, tout le monde à table. Ah, ce bon vieux cassoulet. Bon, alors j'entrerai pas dans ce violent débat où tout le sud-ouest se dispute pour savoir lequel de Toulouse, celui de Castelnaudary ou celui de Carcassonne est le meilleur, je ne veux pas perdre d'abonnés. Sachez seulement que son nom vient de la cassole, plat dans lequel il est cuit. La légende place l'origine du cassoulet dans la ville de Castelnaudary durant la guerre de Cent Ans. Durant le siège de la ville par les Anglais, les assiégés affamés auraient réuni toutes les vives disponibles, fèves et viande, pour confectionner un gigantesque ragoût ou estofa pour revigorer les combattants. Ceux-ci purent alors chasser les Anglais et libérer la ville. Par la suite, les fèves furent remplacées par des haricots et le plat devint très vite populaire dans la région. Cassoulet 1, Angleterre 0. De nos jours, le terme sandwich est générique. En effet, difficile de comparer le jambon beurre, le sandwich club, le panini ou encore le croque-monsieur. Son invention est due à un certain John Montagu, 4e comte de Sandwich, ville portuaire d'Angleterre, et qui était un grand joueur. Un jour de 1762, alors qu'il est lancé dans une de ses parties de cartes interminables, un domestique lui apporta 2 tranches de pain garnies de viande froide, de tranches de concombre et de fromage. Ce plat revêtait 2 qualités essentielles à ses yeux. Premièrement, il n'avait pas besoin de quitter la table de jeu pour s'alimenter. Et deuxièmement, la conception du plat lui permettait de conserver les mains propres. Ce sandwich étant bien pratique, il est vite devenu populaire à travers le monde, au point que de nombreux pays en créèrent leur propre version. Pour la petite histoire, le célèbre navigateur James Cook est mort dans les îles Hawaï, dévoré par des cannibales. Or, à cette époque, cet archipel s'appelait les îles Sandwich. La pizza, si populaire aujourd'hui dans le monde entier, a été créée à Naples. Au départ, c'était un plat de pauvres, facile à cuisiner, avec des aliments simples et peu onéreux. En 1860, l'Italie réalise son unité après des siècles de division entre petits royaumes et duchés. Le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II, devient roi d'Italie et règne sur toute la péninsule, sauf le Vatican. En 1889, son fils et successeur Umberto Ier sera en visite officielle à Naples, accompagné de son épouse Margherita. À cette occasion, le chef Raffaele Esposito, pour honorer leur visite, crée une pizza aux couleurs du drapeau italien. Rouge avec la tomate, vert avec le basilic, blanc avec la mozzarella. Et il la baptise du nom de la reine. La pizza Margherita était née. L'épouse d'Umberto Ier est très sensible à cet hommage et apprécie beaucoup ce nouveau plat qui devient très vite populaire à travers toute la péninsule. De nos jours, la Margherita est un grand classique de la pizza, au point qu'en 1973, un pizzaiolo en a réalisé une de 11 mètres de diamètre, entrant dans le livre des records. Ah, une dernière chose, évitez de faire comme ce gars qui a trouvé amusant de livrer des pizzas à l'ananas à des napolitains. Leur réaction est en général assez désagréable. Autre sujet sensible, les frites. En Belgique, on ne plaisante pas avec ça. Et je ne veux pas me fâcher avec mes amis d'Outre-Quiévrain, que je salue au passage. À l'origine, on dit pommes de terre frites, c'est-à-dire qu'on les fait frire dans de la graisse. Mais pourquoi cette forme si particulière? Au XIXe siècle, les habitants de Namur et Dinan ont l'usage de pêcher dans la Meuse du menu fretin et de le faire frire pour en améliorer leur ordinaire, surtout chez les pauvres gens. Mais lorsque le gel saisit les cours d'eau et que la pêche y devient hasardeuse, les habitants découpent des pommes de terre en forme de petits poissons et les passent à la friture, comme ceci. La frite était née. Par la suite, des marchands ambulants trimballaient une bassine de friture à travers tout le pays, faisant ainsi la renommée de la frite. Son succès dépassera les frontières, au point que la frite fait aujourd'hui partie intégrante de plats emblématiques de nombreux pays. Steak frites en France, moules frites en Belgique, fish and chips en Angleterre, cap salon aux Pays-Bas, ou encore poutine québécoise au Canada.
Le hot dog est le sandwich typique des États-Unis. Il est constitué d'un pain brioché, d'une saucisse de Francfort et accompagné d'oignons, de moutarde ou de ketchup. Il a été créé à la fin du 19e siècle par un immigrant allemand, Charles Feldman, qui a eu l'idée de fabriquer un chariot lui permettant de griller des saucisses qu'il servait dans un pain, également réchauffé, et qu'il promenait à travers Brooklyn. Le succès fut immédiat, lui permettant d'ouvrir de nombreux restaurants à travers le pays. En 1910, il vendait 40 000 hot dogs par jour. De nombreux cuisiniers l'imitèrent, et aujourd'hui, on trouve un peu partout aux États-Unis de nombreux vendeurs ambulants dans les grandes villes. Mais pourquoi ce terme de hot dog? Je rassure tout de suite mes amis canins, il n'y a jamais eu de viande de chien dans le hot dog. Il se trouve qu'en anglais, le terme dog désigne en langage familier la saucisse, tout simplement. Il existe plusieurs variantes. Le hot dog Michigan, le hot dog de Montréal, celui de Chicago, et même le hot dog européen, servi dans une baguette avec de la choucroute. Allez, on passe au dessert. Vous n'allez quand même pas me dire que vous connaissez pas la légende. Il faut vraiment tout vous expliquer. Bon, à la fin du 19e siècle, deux sœurs, Stéphanie et Caroline Tatin, tenaient un hôtel à l'hameau de Beuvron, en Sologne, qui était fréquenté par de nombreux chasseurs. Un dimanche, alors qu'elle leur préparait une tarte aux pommes, cette étourdie de Stéphanie oublia de mettre une pâte dans le moule et l'enfourna simplement avec des pommes. S'apercevant de son oubli, elle décida de rajouter simplement la pâte par-dessus les pommes et de cuire la tarte ainsi. Succès immédiat auprès des chasseurs, qui l'engloutirent avec satisfaction. Aujourd'hui, ce dessert est un grand classique des brasseries. On sert la tarte au tatin chaude avec de la crème fraîche ou une boule de glace à la vanille. En 1978, elle a été promue par la confrérie des lichouneux de la tarte tatin, qui en donne la recette exacte. Pas mal pour un plat issu d'une étourderie. Cette fois, ce sont mes amis lorrains qui sont mis à l'honneur. Et pour cause, ce dessert a été créé au XVIIIe siècle par le duc de Lorraine Stanislas, qui a laissé son nom à la célèbre place de Nancy. Ce bon duc, également roi de Pologne, a laissé de grands souvenirs aux Lorrains, et parmi eux, le baba au rhum. Un jour qu'on lui servait un kouglof, il trouva celui-ci beaucoup trop sec. La véritable raison, c'est que ce pauvre duc n'avait plus beaucoup de chicots. Il demanda donc que l'on arrose le dessert au vin de Tokay, et plus tard au rhum. Appréciant ce dessert si facile à ingérer, il le baptisa Baba au rhum, car à cette époque, il se passionnait pour les aventures d'Ali Baba et les 40 voleurs. En 1735, le descendant du cuisinier de Stanislas débarque à Paris, crée sa pâtisserie et fait découvrir aux Parisiens le baba. La pâtisserie Storer existe toujours. Elle est située au 51 rue de Montorgueil. Alors, n'hésitez pas à y faire un tour. Au XIXe siècle, une douceur faisait fureur dans les troquets de Paris, le café viennois. Ce dessert, à base de café froid, de crème glacée à la vanille et de crème chantilly, était en fait un plat typiquement français, mais qui s'inspirait des fameuses viennoiseries. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Afin de contourner les armées françaises en Lorraine, les Allemands envahissent la Belgique, pourtant neutre. Ils pensent pouvoir prendre facilement la cité de Liège, mais à leur grande surprise, les forts de la ville leur opposent une farouche résistance. Tous leurs assauts seront poussés pendant 12 jours. À bout de patience, les Allemands font venir d'énormes canons autrichiens qui pilonnent les forts. Écrasés par les bombardements, les Belges finissent par se rendre. Apprenant la nouvelle, les cafetiers parisiens n'apprécient guère cette façon peu glorieuse de remporter une bataille. Ils décident donc de rebaptiser le dessert café liégeois en hommage à la courageuse cité. Et toc! Si cette vidéo vous a mis en appétit, je vous recommande la lecture de Delizia, une histoire culinaire de l'Italie de John Dickey. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!